Elle chantait les lumières et les rêves de Downtown, mais sa véritable histoire était toujours cachée juste hors de vue. Petula Clark, la fille dorée de la Grande-Bretagne devenue icône pop mondiale, captivait les foules avec une voix qui semblait scintiller à travers les décennies de changement. Des performances royales pendant la guerre au sommet des hit-parades en Europe et en Amérique, elle était partout. Pourtant, derrière le sourire impeccable et les succès intemporels se cachait une vie privée marquée par un amour intense, des sacrifices et une vérité indicible qui a suivi au fil des ans. Avant de plonger dans cette saga fascinante, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des histoires qui font vibrer le monde de la musique. Aujourd'hui, à 92 ans, Petula Clark a enfin brisé le silence sur son parcours d'enfant star à icône de guerre, révélant les ombres derrière la lumière. La vie de Petula Clark n'a pas commencé sous les projecteurs, elle a émergé au milieu des sirènes hurlantes et des ombres menaçantes de la Seconde Guerre mondiale. Née le 15 novembre 1932 à Ewell, dans le Surrey, une petite ville paisible à quelques kilomètres de Londres, son enfance s'est déroulée dans un monde en feu. Le ciel de l'Angleterre était strié de bombardiers allemands, et les familles se terraient dans des abris improvisés, guettant le sifflement des bombes. Petula, de son vrai nom Sally Olwen Clark, grandissait dans une famille modeste. Son père, Leslie, infirmier et passionné de théâtre amateur, et sa mère, Doris, d'origine galloise, qui chantait comme soprano dans les chorales locales. C'est dans ce cocon familial que la petite fille découvrit sa voix, un don qui perçait la peur comme un rayon de soleil à travers les nuages noirs de la guerre. À 7 ans à peine, alors que les enfants de son âge apprenaient à enfiler des masques à gaz et à respecter les tickets de rationnement, Petula chantait déjà pour réconforter les siens. Son père, ce dénicheur de talents intuitifs, remarqua vite ce potentiel. Il n'était pas motivé par la gloire, mais par un désir profond de servir une nation blessée, en quête d'espoir au milieu du chaos. Ce moment pivotal arriva en 1942, quand Petula, âgé de 9 ans, fut invité dans un studio de la BBC pour un programme destiné à remonter le moral des troupes britanniques dispersées aux 4 coins du globe. Imaginez la scène, une petite fille aux cheveux châtains, vêtue d'une robe simple, entrant dans un studio bondé de techniciens nerveux. Soudain, les sirènes retentissent, un raid aérien allemand menace d'annuler l'émission. Le chaos s'installe, les lumières vacillent et l'équipe panique. Mais au lieu de céder à la peur, Petula propose calmement de chanter a cappella pour apaiser les soldats qui attendent de l'autre côté des ondes. Sa voix enfantine s'élève, pure et assurée, interprétant Mictila Rose. Non seulement la chanson est diffusée, mais elle bouleverse les auditeurs. Les lettres affluent à la BBC, des soldats au front, des familles endeuillées, tous touchés par cette petite voix qui symbolise l'innocence et la résilience britannique. Ce soir-là, une étoile est née, non pas dans un théâtre glamour, mais dans l'urgence d'une guerre impitoyable. Dès lors, Petula devint une présence incontournable à la radio. Elle se produisit dans plus de 500 émissions pendant la guerre, souvent depuis des abris antiaériens ou des camps militaires isolés. Les soldats la surnommèrent la chérie chantante, et la BBC la compara à Shirley Temple, la petite prodige américaine. Ce surnom colla à sa peau, mais il ne la définissait pas entièrement. Tandis que d'autres enfants artistes éphémères de la guerre s'effaçaient des ondes une fois la paix revenue, Petula accélérait. Elle enregistra des chœurs pour des émissions comme It's All Yours, et sa voix devint un baume pour une nation épuisée. Une anecdote émouvante de cette période. Lors d'une tournée avec Julie Andrews, une autre enfant prodige, les deux fillettes partageaient des scènes improvisées dans des hangars militaires, chantant pour des soldats qui, pour un instant, oubliaient les horreurs du front. Petula se rappelait plus tard ces moments avec une tendresse mêlée de mélancolie. Nous étions des enfants jouant à être des adultes, mais notre musique guérissait des âmes brisées. Au milieu des années 1940, elle fit une transition fluide vers le cinéma britannique, un monde qui l'attirait depuis qu'elle avait vu Flora Robson sur scène. Son premier rôle vint en 1944 dans Medal for the General, où elle incarnait une écolière aidant un général à la retraite à retrouver un sens à sa vie, un rôle symbolique, car Petula faisait exactement cela pour son pays. Au cours de la décennie suivante, elle apparut dans plus de 20 films, partageant l'écran avec des stars comme David Niven et Trevor Howard. La série des Huguette Family, où elle jouait la fille espiègle d'une famille ouvrière, la rendit populaire auprès du public britannique. Ces films, souvent des comédies légères, offraient un échappatoire à l'austérité d'après-guerre. Pourtant, derrière les caméras, Petula ressentait déjà le poids de la célébrité. À 13 ans, elle tournait des journées entières, apprenant ses lignes entre deux prises, sans le luxe d'une enfance normale. Plus tard, elle confierait « J'ai donné mon enfance à la nation, et en retour, elle m'a offert une carrière qui m'a porté toute ma vie. »
La musique, cependant, restait son véritable appel. Son premier enregistrement commercial date de 1949 avec Puis Your Shoe Son Lucie, sorti sous le label Polygon, une maison de disques fondée spécialement pour elle par son père et Alan Freeman. À 16 ans, Petula n'était pas seulement une chanteuse, elle devenait une femme d'affaires avant-gardiste, cofondant ce label qui serait absorbé par Pi Records en 1955. C'est là qu'elle resta jusqu'au début des années 1970, construisant un répertoire varié. Ses talents linguistiques commencèrent à briller. Elle chantait couramment en français, allemand et italien, un atout rare même parmi les grandes stars européennes. En 1954, The Little Showmaker s'imposa en Australie, lui ouvrant les portes d'un public international. Beaucoup virent cela comme le début de sa carrière mondiale, mais pour Petula, ce n'était que la continuation d'un chemin qu'elle n'avait pas vraiment choisi, mais qu'elle suivait avec une détermination instinctive. Derrière les mélodies joyeuses et le charme du grand écran, une autre histoire se dessinait en coulisses. La célébrité lui avait volé le luxe d'une enfance ordinaire. Tandis que ses camarades assistaient à des bals scolaires ou jouaient dans les parcs, Petula répétait pour des émissions de la BBC ou tournait des films. Les vacances d'été étaient remplacées par des séances d'enregistrement et des tournées épuisantes. Elle s'en plaignait rarement en public, mais plus tard, elle avoua un profond sentiment de détachement du monde réel. « J'ai grandi sous les lumières, et cela m'a isolé des joies simples », confia-t-elle dans une interview des années 2000. Cette distance, ressentie dès la jeunesse, influença inconsciemment sa manière de se rapprocher ou non de ses propres enfants plus tard. Dès son plus jeune âge, Petula avait compris ce que signifiait servir une cause plus grande qu'elle-même. Elle avait offert son enfance à une nation en guerre et en était sortie avec une carrière solide, une image publique impeccable et une voix qui la porterait à travers les générations. Mais la fillette qui chantait pendant les bombardements avait déjà saisi une vérité qui l'accompagnerait toute sa vie. La lumière la plus vive projette souvent la plus longue ombre. Au milieu des années 1950, Petula Clark n'était plus une étoile montante, elle était un nom connu de tous, une présence rayonnante dans les foyers britanniques. Elle avait conquis la radio, charmé les spectateurs au cinéma, et se trouvait désormais prête à embrasser la gloire pop avec une assurance qui masquait ses tourments intimes. À cette époque, elle connut sa première peine de cœur profonde, une histoire d'amour avec Joe Monsieur Piano Henderson, un pianiste élégant et charismatique reconnu pour son style raffiné. Présence régulière dans les programmes de variété britanniques, Joe collabora avec Petula sur l'émission radio PN Monsieur Piano à la BBC. Leur alchimie musicale était indéniable, des duos empreints de chaleur, des échanges complices, et une tension sous-jacente qui alimenta les spéculations des tabloïds. Le public imaginait un conte de fées où la chérie de la nation avait trouvé son prince. En effet, Petula et Joe étaient amoureux, passant des heures en studio et en dehors, à discuter de musique, de vie et de rêves partagés. Des murmures de fiançailles circulèrent même, mais en coulisses, des fissures apparurent, non pas dues à une trahison, mais à une peur insidieuse. Joe, talentueux mais conscient de l'ombre grandissante de Petula, se sentit éclipsé par sa trajectoire fulgurante. Elle recevait des offres internationales, enregistrait en plusieurs langues et surpassait ses contemporains. Lui, voyait sa carrière stagner. « Je ne voulais pas être connu comme Monsieur Petula Clark », avoua-t-il plus tard, une confession mêlée d'insécurité et de tristesse. La rupture fut discrète, sans éclat médiatique, mais pour Petula, ce fut une perte dévastatrice. Joe n'était pas seulement un amant, il avait été un partenaire créatif, une présence rassurante dans les débuts chaotiques de sa carrière. Ils continuèrent à travailler ensemble un temps, mais l'étincelle s'était éteinte. En 1959, Henderson sortit la ballade mélancolique There's Nothing More to Say, un morceau poignant qui résonnait comme un adieu voilé. Petula, avec sa grâce habituelle, l'inclut sur son album In Other Words cette même année. Un clin d'œil discret à un amour qui avait changé de forme, mais jamais vraiment disparu. Le chagrin n'entrava pas son élan. En 1957, invitée à Paris pour l'émission Musicorama, elle rencontra Claude Wolff, responsable de la promotion chez Vogue Records. Contrairement à Joe, Claude n'était pas un artiste, il n'interprétait pas de mélodies en harmonie, mais il offrait quelque chose de rare, la sérénité. Réservé, intelligent et surtout stable, il devint un pilier dans la vie tumultueuse de Petula. Leur relation évolua lentement, à l'abri des regards, jusqu'à leur mariage en 1961. Pour la première fois, Petula semblait tout avoir, un foyer stable à Genève, en Suisse, loin du tumulte du show-business, et 3 enfants, Barbara, Catherine, surnommée Kate, et Patrick. Elle décrivit la maternité comme une joie immense,
mais aussi comme un numéro d'équilibriste précaire. À une époque où les mères artistes étaient rares et souvent jugées, Petula naviguait entre les rôles avec une culpabilité latente. Ma carrière ne s'est pas arrêtée quand je suis devenue mère, et je me demande parfois ce que cela leur a coûté, confia-t-elle des années plus tard, la voix empreinte d'une regret doux. C'est dans cette période que sa carrière musicale explosa. En 1964, elle enregistra Downtown, une composition de Tony Hatch qui la propulsa au rang de star mondiale. Le morceau, avec ses paroles évoquant les lumières de la ville comme un remède à la solitude, atteignit la première place aux États-Unis, se vendant à plus de 3 millions d'exemplaires et remportant un Grammy. Imaginez l'excitation. Petula, mère de jeunes enfants, traversant l'Atlantique pour conquérir l'Amérique, chantant sur les plateaux télévisés comme The Ed Sullivan Show, où elle partagea la scène avec les Beatles. Mais derrière les trophées et les ovations, la culpabilité couvait. Les rôles simultanés de vedettes internationales et de mères n'étaient pas faciles à concilier. Il y eut des anniversaires manqués, des vacances annulées, de longues absences que ses enfants apprirent à tolérer sans vraiment comprendre. Au fil des années 1960, Petula devint l'une des chanteuses les plus reconnues au monde, avec des hits comme My Love, I Know a Place et Don't Sleep in the Subway. Son mariage avec Claude Duras, non sans tension, marqué par les exigences de la célébrité. Le son de la dissension résonna plus d'une fois dans sa vie personnelle, de la rupture silencieuse avec Joe Henderson au sacrifice lié à l'éducation d'une famille tout en courant après les chansons aux quatre coins du globe. Le monde voyait une star polie, rayonnante, toujours impeccable. Mais derrière les projecteurs se trouvait une femme qui avait offert des morceaux de son cœur à l'amour comme à l'ambition, sans jamais vraiment savoir lequel les lui rendrait intacts. Se réinventer loin de chez elle devint sa stratégie de survie. La British Invasion appartenait peut-être aux Beatles et aux Rolling Stones, mais Petula Clark était déjà ailleurs, géographiquement, musicalement et émotionnellement. Au début des années 1960, elle tourna le dos à la scène trépidante de Londres pour s'installer à Genève avec Claude, un refuge cosmopolite où la célébrité comptait peu et où la presse maintenait une distance respectueuse. Pour Petula, c'était une fuite délibérée, pas une retraite. Elle ne voulait pas disparaître, elle voulait évoluer. Bien avant Downtown, elle s'était imposée comme une grande star en France, enregistrant abondamment en français avec des succès comme Cœur blessé, Yaya Twist et Chariot, ce dernier réimaginé en anglais comme I Will Follow Him par Little Peggy Marsh, devenant un phénomène mondial. Son accent impeccable et sa diction naturelle firent d'elle une favorite du public français, qui l'embrassait comme l'une des leurs. À Paris, elle côtoyait des icônes comme Charles Aznavour et Serge Gainsbourg, chantant sur les scènes de l'Olympia et apparaissant à la télévision. Pourtant, contrairement à beaucoup de ses homologues britanniques, Petula ne cherchait pas constamment l'approbation publique. Elle refusait les interviews intrusives, évitait les jeux des vedettes. Celle qui avait été l'enfant prodige de la guerre protégeait farouchement son intimité adulte, cherchant le contrôle de son image et de son temps. La vie en Suisse lui offrait cela, une maison près du lac Léman, des week-ends dans un chalet isolé dans les Alpes françaises, sans paparazzi à la porte ni ragots dans les tabloïds. Dans ce nouveau chapitre, elle façonna une carrière multilingue, enregistrant en italien, allemand et espagnol, tournant à travers l'Europe devant des fans adorateurs à Rome, Berlin, Madrid et Bruxelles. Tandis que Londres la couronnait première dame de la chanson, elle bâtissait un empire discret, sans chercher l'approbation de quiconque. Des années plus tard, Petula parlerait avec franchise des sacrifices, les tournées incessantes, les heures en studio, le temps passé loin de ses enfants Barbara, Kate et Patrick. Elle manqua leurs pièces de théâtre à l'école, leurs genoux écorchés, célébrant les anniversaires par téléphone ou avec des cadeaux laissés dans des chambres d'hôtel. « J'ai fait de mon mieux », dit-elle un jour, la voix empreinte d'une peine sculptée par le temps. Mais mon mieux, c'était souvent de loin. Les années 1970 furent marquées par la réflexion. Alors que les succès pop ralentissaient, Petula se tourna vers le théâtre, un médium qui lui offrait structure et profondeur émotionnelle. Sur scène, elle pouvait s'immerger dans un rôle plutôt que d'incarner éternellement Petula Clark, la star pop. Elle joua des rôles exigeants dans des comédies musicales, la défiant vocalement et dramatiquement. Contrairement aux sommets éphémères de la célébrité pop, le théâtre lui apportait quelque chose d'ancré. Il ne s'agissait plus de courir après les tubes, mais de raconter des histoires, et le public, toujours fidèle, la suivit. Ils vinrent la voir dans La Mélodie du bonheur, où elle incarna Maria avec une tendresse nourrie par l'expérience de la maternité. Dans Sunset Boulevard, elle enfila les chaussures hantées de Norma Desmond, apportant le poids de décennies sous les projecteurs. Les spectateurs ressentaient cette authenticité, ils l'avaient toujours ressentie.
Dans les coulisses, Petula se mit à écrire davantage de musique, souvent en collaboration avec des compositeurs et paroliers français. Elle sortit des albums inclassables, mêlant chansons, ballades et airs dramatiques. Elle ne cherchait plus à entrer dans le top 40, elle chantait simplement ce qui résonnait avec la femme qu'elle était devenue. Même dans ses quarantaines ans, l'équilibre entre vie publique et nostalgie intime restait fragile. Sur scène, elle éblouissait, gracieuse et lumineuse, chaque note intacte. Mais chez elle, elle était une mère réfléchissant au temps perdu et aux choix faits. Peu d'artistes parviennent à se réinventer aussi complètement, encore moins dans plusieurs langues, cultures et disciplines. Rares sont ceux qui le font avec une telle humilité. À la fin des années 1960, Petula Clark n'était pas étrangère à la célébrité. Avec sa voix d'or et des succès internationaux comme Downtown et Don't Sleep in the Subway, elle avait conquis les classements pop au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe. Mais ce qui impressionnait le plus, c'était son absence de controverse dans une industrie saturée de scandales. Clark était une exception, posée, élégante, apolitique. Tout cela changea en 1968, non par un scandale personnel, mais par un moment subtil qui toucha les tensions raciales américaines. L'incident se produisit lors de l'enregistrement de son émission spéciale Petula sur NBC. L'invité était Harry Belafonte, activiste pour les droits civiques. Ensemble, ils interprétèrent On a Path of Glory, un chant spirituel sur l'unité et la justice. Ému, Petula posa doucement sa main sur le bras de Belafonte. Chrysler, le sponsor, s'opposa immédiatement. Un représentant exigea que la scène soit retournée ou coupée, arguant qu'une femme blanche touchant un homme noir pourrait heurter le public sudiste et nuire aux ventes. Petula fut horrifiée. C'était un geste humain, sincère, raconta-t-elle plus tard. Avec Claude, elle resta ferme. La scène resterait intacte ou l'émission ne serait pas diffusée. Chrysler céda, et Petula entra dans l'histoire comme la première à refuser la censure télévisée américaine sur un contact interracial. La réaction fut mitigée. Les défenseurs des droits civiques saluèrent son courage discret. Belafonte parla d'un moment de solidarité muette. Mais les chaînes américaines la mirent subtilement à l'écart, les offres diminuèrent. Sa visibilité aux États-Unis s'amenuisa, non par manque de talent, mais par un contre-coup silencieux. Pour Petula, ce fut un réveil rude. Elle croyait que la musique transcendait les barrières, mais l'incident révéla une vérité sombre. En 1968, même un geste de tendresse pouvait devenir politique. Elle choisit la discrétion, pas de conférences de presse, pas d'interviews enflammées. Mais en privé, cela la transforma, la rendant plus protectrice de son image. Dans la décennie suivante, Petula orienta sa carrière vers la scène, refusant des rôles au cinéma. Elle interpréta des rôles principaux dans The Sound of Music, Sunset Boulevard et Blood Brothers. Dans ces personnages marqués par la douleur et la rébellion silencieuse, elle trouva un nouveau sens. Le mot retraite ne faisait pas partie de son vocabulaire. Dans ses 80 ans, elle continuait de se produire. En 2019, elle rejoignit la production londonienne de Mary Poppins, incarnant la femme aux oiseaux et chantant Feed the Birds avec une douceur puissante. Les applaudissements saluaient non seulement la chanson, mais son endurance, sa dignité discrète et son refus de plier sous la pression. Confession, regrets et amour inachevé marquèrent ces dernières années. À l'approche de ses 90 ans, Petula commença à parler ouvertement de son monde intérieur. Dans des interviews, elle évoqua le coût émotionnel d'une célébrité à vie, le temps perdu avec ses enfants, l'éloignement progressif avec Claude et le poids d'une image maîtrisée. Elle admit que son mariage, durable, avait perdu son essence romantique. En 2013, elle révéla discrètement qu'ils n'étaient plus ensemble au sens traditionnel. Claude décéda en mars 2024, quelques mois avant son 92e anniversaire, laissant un vide qu'elle affronta avec stoïcisme. Dans ces moments de sincérité, Petula avoua se demander souvent à quoi aurait ressemblé sa vie si elle s'était arrêtée plus tôt, si elle avait été plus présente comme mère, si elle s'était permis d'être une femme ordinaire. Pourtant, elle en parle sans amertume, avec une sérénité acceptante. La vie m'a offert un cadeau tout en me reprenant une partie, dit-elle. Aujourd'hui, à 92 ans en 2025, Petula vit dans un appartement modeste à Chelsea, à Londres, bien qu'elle possède toujours son chalet suisse et sa maison à Genève. Elle n'a plus rien à prouver, ses plus de 1000 chansons parlent d'elle-même. Mais la femme derrière elle a enfin reconnu ce que les fans ressentaient. Derrière l'image lisse se cachait une quête d'intimité plus que d'applaudissements. Et c'est peut-être là sa plus belle performance. Quel est votre souvenir le plus précieux d'une chanson ou d'une performance de Petula Clark? Dites-le nous en commentaire.
Et si vous avez apprécié ce regard intime derrière la musique, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires qui vont au-delà des gros titres.